Bienvenue tout d'abord. Aujourd'hui, nous allons profiter de cette session ensemble pour voir l'histoire du DIP. Il y a eu d'autres sessions pour présenter le DIP en français, en espagnol et en anglais les jours qui ont précédé. Et aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur des cas d'utilisation du DIP. Et on va voir donc mon point de vue en tant qu'utilisateur sur l'utilisation des données non structurées du DIP. Alors, pendant cette session, on va voir 3 choses principalement. Tout d'abord, une introduction très brève sur le DIP. Ensuite, on va parcourir 3 récits d'utilisation et on ouvrira la discussion à la fin de la session. Alors, à propos du DIP, le DIP, qu'on appelle en anglais Data Entry and Exploration Platform, ou en français la plateforme de saisie et d'exploration de données, c'est une initiative conjointe comme un logiciel open source et elle offre des services de gestion des données. Alors, c'est une plateforme intelligente en ligne qui appuie l'analyse humanitaire de façon collaborative. C'est aussi une suite d'outils pour les données qualitatives. On ne travaille pas sur du quantitatif avec le DIP, donc sur des données qualitatives et non structurées. Et cette suite d'outils favorise la transparence et le partage des données. Et enfin, c'est un cadre d'analyse personnalisable qui permet diverses utilisations, telles que la revue de données secondaires, le suivi des médias, le monitoring des médias si on préfère, les analyses de protection, etc. Alors, la plateforme du DIP. La plateforme du DIP, c'est une plateforme d'analyse, encore une fois collaborative, puisque nous appuyons très, très fort sur ce terme de collaboration. Le DIP a été créé vraiment pour qu'il serve à la communauté humanitaire dans son entièreté, elle a été créée pour une réponse humanitaire efficace. À ce jour, nous avons plus de 7300 utilisateurs qui sont enregistrés sur le DIP et des projets qui touchent plus de 110 pays. Alors, le DIP, comment cela fonctionne? D'abord, ce sont des projets collaboratifs qui s'appuient sur des cadres d'analyse. Qui dit collaboratif dit un accès au projet qui est facilité, avec une facilitation de recherche des projets sur le DIP et d'accès avec une demande à l'administrateur des projets. Ensuite, c'est une saisie flexible des données. Ce qu'on entend par là, c'est le tagging, donc la catégorisation des données par rapport au cadre analytique choisi. Ensuite, c'est un registre des évaluations qui est toujours disponible sur la plateforme, qui peut être utilisé par les utilisateurs selon leurs besoins. Et il sert dans ce cas à enregistrer les évaluations de besoins qui ont été faites par les partenaires dans le pays concerné et d'avoir ainsi un registre qu'on peut filtrer par zone géographique, par secteur, etc. Ensuite, c'est une annotation des données grâce au Natural Language Processing. C'est-à-dire que, on peut tout à fait, faire le tagging et l'analyse des données de façon automatisée. Et enfin, c'est, l'export et des API qui sont disponibles publiquement. C'est-à-dire que l'export des données est facilité même aux personnes qui ne sont pas forcément, des taggeurs sur le projet et il y a une facilitation, pardon, des API sur le DIP pour, collaborer avec d'autres plateformes internet. Alors, je vais vous présenter une petite vidéo qui donne quelques informations sur le rôle du DIP dans l'aide humanitaire. Data is vital for timely and effective emergency response by humanitarian organizations. But the sheer volume of data can be overwhelming. That's where Deep comes in. A cutting-edge, open-source data analysis platform designed by analysts for analysts. With Deep, it's easy and quick to add, organize, and analyze data. A collaborative platform with assisted tagging features powered by NLP. An analysis workflow makes Deep the perfect tool for effective aid responses. With Deep, you can access flexible data sources, an assessment registry, customized exports, and APIs. Join us in making a difference with Deep. Voilà pour la petite vidéo qui nous présente le rôle
de l'analyse humanitaire et de Deep dans cette analyse humanitaire. Alors, pour en revenir à Deep, donc le conseil d'administration est majoritairement composé, comme vous le voyez ici, d'entités qui sont vraiment focus dans l'humanitaire, autant des agences onusiennes que des ONG internationales. On a IMAP, Impact comme ONG internationale. On a aussi IFRC, OCHA, UNICEF, etc. Le secrétariat du DIP, c'est le Danish Refugee Council, et le partenaire technique, c'est Data Friendly Space, une ONG basée aux États-Unis dont je fais partie et qui a participé à la création du DIP en 2016. Les flux d'analyse et les fonctionnalités du DIP. Comme vous le voyez là, on voit le cycle d'analyse et comment le DIP a des fonctionnalités qui peuvent permettre de faciliter ce cycle d'analyse. Alors, on va commencer en haut à droite. Tout ce que vous verrez en bleu clair, c'est ce qui est déjà mis en place par le DIP, et en bleu foncé, ce qui est en cours de développement sur le DIP. Donc, tout d'abord, le DIP permet de créer son cadre d'analyse. Le cadre d'analyse qui permet bien sûr de catégoriser ensuite l'information et ainsi permettre une analyse tangible. Ensuite, le DIP permet de compiler les données, et notamment les documents d'évaluation. Et cela peut passer par le registre des évaluations que j'ai mentionné juste avant. Ensuite, le DIP permet de structurer les données, notamment à travers le registre de données structurées. Donc, quand on a mis des documents sur le DIP, on peut ensuite faire ce qu'on appelle du tagging et catégoriser des pièces d'information de documents grâce au cadre d'analyse choisi et ainsi avoir des données qui sont structurées et non plus non structurées. Grâce à ceci, on peut ensuite explorer les données que nous avons structurées. L'exploration passe notamment par le module d'analyse. Avant, le DIP se faisait majoritairement de façon manuelle. Donc, les taggeurs devaient taguer manuellement les pièces d'information et ensuite analyser après export leurs informations. Aujourd'hui, le DIP permet d'avoir beaucoup d'automatisation de ces fonctionnalités. On peut tout à fait faire du tagging de façon automatisée grâce au Natural Language Processing et également faire de l'analyse directement sur le DIP avec également un module d'analyse, excusez-moi, qui est en partie automatisé et qui permet une base d'analyse avant, bien sûr, une analyse humaine qui est importante à passer derrière. Donc, une fois qu'on a exploré, on peut faire de l'analyse conjointe également sur le DIP avec d'autres partenaires. Et enfin, ce qui tient à cœur à l'équipe administrative et technique du DIP, c'est de permettre la surveillance, le monitoring de la situation et des risques sur le DIP, mais ce n'est pas encore possible pour l'instant. Juste un détail ici, c'est que donc, le DIP se veut une plateforme collaborative ouverte et agile, et le DIP s'appuie sur des projets. Donc, c'est vraiment la création de projets qui va permettre un partage des données et une collaboration entre partenaires. Mais il faut demander accès aux projets. On ne verra pas en arrivant sur le DIP tous les projets apparaître. Il faudra demander accès à chaque projet qui nous intéresse. Les grands principes du DIP. Alors, en premier plan, la capacité. Qu'est-ce que nous permet le DIP? Les utilisateurs du DIP peuvent facilement taguer les informations qui sont contenues dans de nombreux documents, filtrer les informations par catégorie et exporter les données dans une variété de formats. Ensuite, le DIP s'appuie également sur la collaboration. Il y a un ensemble de plus en plus important de données sur les crises qui est rassemblé et mis à disposition dans un espace de travail commun. Les projets peuvent être partagés et soumis à la collaboration. Donc tout ceci revient à ce que je vous expliquais juste précédemment sur la possibilité de partager les projets et le fait de taguer les informations. Ensuite, la transparence. Le DIP adopte une approche transparente de l'évaluation de besoins et de l'analyse de situation. Et enfin, le partage d'informations. Tous les utilisateurs sont encouragés à permettre l'accès à leurs données afin de permettre un partage d'informations tout en respectant la protection des données lorsqu'elles s'appliquent. Quand est-ce qu'on peut utiliser le DIP? Alors, le DIP vraiment peut s'adapter à de nombreux types d'analyses différentes et donc il peut soutenir une variété de flux de travail institutionnel, que ce soit sur le terrain ou que ce soit au siège.
et donc que ce soit pour appuyer une stratégie globale ou que ce soit pour vraiment suivre la situation dans un pays ou sur une crise au jour le jour. Euh, ce travail nécessite des solutions pour la gestion des données non structurées, telles que la revue de données secondaires. Donc, c'est vraiment le b.a.-ba sur le DEEP, d'avoir une revue de données secondaires. Ça permet d'informer des recherches spécifiques ou alors une analyse de contexte ou alors des analyses de besoins des populations ou de la situation. Le DEEP peut aussi permettre, comme on l'a mentionné brièvement avant, d'avoir un registre des évaluations des besoins. Donc cataloguer pardon, les rapports d'évaluation existants, et ce qui permet de faciliter la recherche et la compréhension de la disponibilité des informations relatives aux besoins au niveau géographique, et donc d'avoir vraiment un paysage de l'information humanitaire. Ensuite, le DEEP peut permettre également le monitoring de protection. Ça a été le cas sur plusieurs projets du PAF, notamment avec le DRC, Danish Refugee Council. Et donc le monitoring de protection est conçu pour identifier les violations des droits et les risques de protection des populations qui sont concernées. Enfin, un autre exemple d'utilisation du DEEP, c'est l'analyse de risque, puisqu'il peut servir à l'utilisation de la surveillance des médias, l'analyse collaborative comme base pour la détection des changements et ainsi l'alerte précoce qui peut permettre une action rapide. Nous parlerons notamment de l'analyse de risque et le Anticipatory Action dans une autre session qui aura lieu sur place au HNPW la semaine prochaine. L'impact du DEEP. Le DEEP a été utilisé lors de crises humanitaires dans le monde entier, notamment dans le cadre de plus de 1800 projets humanitaires internationaux, dont la portée de la réponse est estimée à plus de 98 millions de personnes. Voici quelques-unes des réponses apportées. Le Covid-19, Data Friendly Space, donc l'ONG dont je fais partie, qui est le partenaire technique du DEEP, et IMAP International ont utilisé le DEEP pour fournir des analyses situationnelles. La crise des Rohingyas, ACAPS a utilisé le DEEP pour fournir des analyses sur la crise des Rohingyas. Et enfin, la crise de migration au Venezuela. Le HCR et le IFRC ont utilisé le DEEP dans le cadre de leur réponse à la crise migratoire au Venezuela. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la deuxième partie de notre session, c'est-à-dire les récits de succès du DEEP présentés par DFS. Le premier récit que je vais vous présenter, c'est mon premier contact avec le DEEP, grâce à l'analyse de situation qui a été faite dans 6 pays face au Covid-19. Donc, ce projet qui a été mis en place en partenariat donc, avec DFS et IMAP a commencé en août 2020 et a fini en juillet 2021. Et il a couvert 6 pays que vous pouvez voir sur la carte juste ici. Donc la Colombie, le Burkina Faso, le Nigeria, la RDC, la Syrie et le Bangladesh. Donc c'était vraiment 6 pays qui connaissaient déjà des crises humanitaires ou au moins des crises de contexte et qui faisaient face en plus à la crise du Covid-19. Et nous avons étudié pendant plus d'1 an l'impact de la crise sanitaire sur les conditions humanitaires. Non seulement l'impact sanitaire en tant que tel, donc les personnes qui ont souffert de la maladie, mais surtout les conditions humanitaires suite aux fermetures des marchés et aux interdictions de sortir dans de nombreux pays à cause de cette crise. Alors, l'objectif de ce projet, ça a été de renforcer la capacité d'évaluation et d'analyse des pays touchés par des crises humanitaires et la pandémie de Covid-19. Ce projet a permis de la publication de rapports d'analyse situationnelle qui a été mensuel. Donc, tous les mois, nos équipes d'analyse à DFS, en partenariat avec les équipes d'IMAP qui étaient sur le terrain, ont pu publier des rapports d'analyse de situation sur chaque pays, chaque mois, et ont aussi publié quelques rapports de thématiques, notamment de l'analyse de risque en Colombie. Et ceci a toujours été publié de façon ouverte sur Relief Web et d'autres plateformes pour pouvoir servir à toute la communauté humanitaire. Le deuxième récit, ce sont les partenariats sur le long terme. Alors,
ce que je voudrais vous présenter maintenant, c'est l'analyse de situation qui a été mis en place en Ukraine et au Soudan sur les 2 dernières années, puisque, comme vous le savez, le Covid était il y a maintenant 3 4 ans, alors que les crises en Ukraine et au Soudan sont des crises qui sont beaucoup plus récentes. La crise en Ukraine. Data Friendly Space, encore une fois, a utilisé les données secondaires qui sont présentes sur le DIP en partenariat avec Reach pour créer un projet d'analyse de situation en Ukraine. Dès l'escalation du conflit en Ukraine en février 2022, OCHA a demandé à Data Friendly Space de commencer un cycle d'analyse. Donc pendant plusieurs mois avec OCHA et l'agence intercluster d'analyse, nous avons mis en place de l'analyse mensuelle sur la situation en Ukraine. Et nous avons toujours partagé les informations avec tous les partenaires en Ukraine et nous avons participé à tous les appels de ce groupe d'analyse. Ensuite, une fois les premiers mois de la crise passés et sur un terme un peu plus long, nous avons eu un partenariat avec Reach, une fois encore qui était basé sur l'analyse de données secondaires du DIP pour des rapports de situation mensuels. Et ceci a été permis notamment grâce aux données envoyées par Reach qui, eux, sur place, collectent de nombreuses données primaires, que ce soit l'évaluation des marchés, que ce soit l'évaluation des conditions de personnes dans les zones près des zones de conflit, etc. En tout, il y a eu 31 rapports sur ces 2 ans qui ont été publiés, avec plus de 950 pages, tout compris. Sur le DIP lui-même, il y a plus de 10 000 documents qui ont été importés, et ce qui fait 51 000 entrées ou pièces d'information selon ce qu'on veut l'appeler. Les productions qui sont ressorties de ce projet, donc je parlais des analyses de situation. Pour le projet en Ukraine, nous suivons le GIAF, qui est le cadre d'analyse multisectoriel qui a été décidé de manière internationale et donc qui a été le plus propice pour notre analyse, qui se compose notamment d'une partie sur le contexte opérationnel, tout ce qui est contexte politique, économique, etc. Mais surtout sur une analyse sectorielle avec les conditions des populations, les besoins des populations et la réponse qui est apportée aux populations. Ensuite, DFS et Reach ont permis, avec leurs données et leurs analyses, de soutenir la préparation du Humanitarian Needs Overview, notamment grâce à un workshop, un groupe de travail en Ukraine directement en septembre 2023. Enfin, DFS a publié également de nombreux rapports thématiques, beaucoup moins globaux que les analyses de situation mensuelles, et qui ont porté sur de nombreux sujets tels que les conditions des femmes et des enfants, les zones de front et les conditions des personnes sur ces zones de front, le paysage des informations humanitaires pour comprendre où manque l'information, dans quelle zone géographique manque l'information, etc. Là, vous pouvez voir le dashboard du DIP. Sur ce dashboard, nous pouvons voir les quelques informations que je viens de vous partager, c'est-à-dire le nombre de documents qui a été intégré sur le DIP, le nombre d'entrées qui a été tagué, le nombre d'organisations qui ont publié ces documents, etc. Sur la carte juste en dessous, qu'on appelle heatmap, on peut voir là où il y a eu le plus de documents, qu'il s'agisse d'évaluation de besoins ou d'articles de médias ou de tout autre document qui peut être intéressant comme données secondaires. Ça peut être des statistiques du gouvernement, ça peut être des déclarations de l'ONU, etc. On voit bien dans quelle région de l'Ukraine les documents ont le plus eu de focus. On voit aussi que sur le cadre d'analyse juste en dessous, que les informations que nous avons le plus retrouvées, c'est en termes de santé, sur les infrastructures et les systèmes de santé.
et aussi en termes de logistique, également sur les systèmes et infrastructures logistiques. Alors, nous allons maintenant passer à la crise au Soudan. Donc, pour la crise au Soudan, Data Friendly Space a également mis un partenariat en place, cette fois-ci avec IMAP, qui était déjà notre partenaire, comme vous l'avez bien compris, en 2020 pour l'étude du Covid-19 et de son impact dans 6 pays différents. Et donc, ce partenariat a été renouvelé en 2023-2024 pour étudier la crise au Soudan. Donc, ça a été un projet qui a duré 6 mois et qui a permis sur le DIP l'import de 2500 documents et le tagging de 21 000 pièces d'information ou entrées. Les productions qui sont ressorties de ce projet sont des rapports de situation mensuels également, comme ça l'a été pour l'Ukraine, toujours en suivant le cadre analytique du GIAF pour vraiment comprendre les conditions humanitaires des populations et le contexte opérationnel du Soudan. Il y a eu également des exercices d'élaboration de scénarios pour comprendre comment la situation pourrait évoluer et donc les conditions humanitaires pourraient évoluer. Il y a eu des rapports thématiques, notamment sur shelter, les abris et la cohésion sociale. Comme en Ukraine, il y a eu des rapports sur le paysage des informations humanitaires pour comprendre où se focalise l'information, où il y a un manque d'informations, que ce soit en termes géographiques ou en termes de secteur ou de populations vulnérables. Et enfin, il y a eu une analyse des risques qui a été faite par notre équipe, soumise à notre partenaire IMAP, et ensuite retravaillée autour d'un atelier de travail qui a pris place au Kenya pendant plusieurs jours, avec de nombreux partenaires autant globaux que locaux qui travaillent sur le Soudan. Toutes ces productions que j'ai pu citer à la fois pour le Covid ou pour la crise en Ukraine ou pour la crise au Soudan, toutes ces productions, vous pouvez les retrouver sur notre site web de Data Friendly Space et aussi sur Relief Web, à la fois en cherchant les productions de Data Friendly Space ou en cherchant les productions de nos partenaires selon les projets IMAP, OCHA ou Reach and Impact. Alors de nouveau, si on regarde ici le dashboard du DIP pour ce qui est du Soudan, on voit bien ce que j'annonçais juste précédemment, le nombre d'entrées, le nombre de documents, les 36 organisations qui ont publié les documents que nous avons intégrés. Nous avons aussi quelques informations sur le registre des évaluations des besoins que nous avons filtré. Donc, il y a 49 évaluations de besoins qui ont été intégrées sur le DIP. Et vous avez certaines informations sur ces évaluations de besoins. Ensuite, vous voyez bien sur la heatmap, une fois encore, où se focalise l'information. Et, excusez-moi. Et cette fois-ci, l'information au niveau sectoriel était beaucoup plus concentrée sur la protection et la santé, notamment l'impact de la crise au Soudan sur les personnes en termes de protection et l'impact, comme on l'a vu pour l'Ukraine, sur les infrastructures et les services de santé. Alors, maintenant, le troisième récit que je voudrais vous présenter, c'est un récit très récent du succès du DIP, et cela se focalise sur l'analyse des crises soudaines ou early onset. En effet, le DIP, grâce à la participation de DFS, l'équipe du DIP a fait de l'analyse de crises soudaines en Turquie, au Maroc et en Libye. Alors, le DIP dans le cadre de l'UNDAC. À partir de février 2023, l'équipe d'analyse du DIP, donc là on est bien sur le DIP, hein, pas sur DFS en tant que tel, est devenue partenaire de la cellule d'évaluation et d'analyse à distance de l'UNDAC. L'UNDAC qui est l'agence onusienne qui se focalise sur les évaluations et l'analyse. L'équipe du DIP fut déployée tout au long de l'année 2023 pour répondre aux tremblements de terre en Turquie, en Syrie et au Maroc, et aux inondations en Libye en septembre 2023. Alors, très rapidement, le DIP dans le cadre de l'UNDAC, notre
Avantage, c'est d'avoir accès à de nombreuses types de ressources secondaires, de sources secondaires, et donc de données secondaires pour l'analyse, ce qui permet une analyse très rapide et à des coûts moindres que l'évaluation de besoin qui est fait sur le terrain. Et en quoi cela peut servir dans les early onsets, dans ces crises soudaines, c'est qu'il faut beaucoup de temps, souvent pour les ONG et pour les autres entités, pour se déployer sur le terrain. Le temps, bien sûr, d'avoir, l'accord administratif, d'avoir, les ressources logistiques, les ressources de personnes et d'avoir préparé leur questionnaire et d'avoir accès, ce qui n'est pas toujours possible, aux zones, qui sont, en crise. Alors que, grâce au DIP, on peut vraiment collecter de nombreux types d'informations différentes, qu'il s'agisse des statistiques du gouvernement, qu'il s'agisse du monitoring des médias ou qu'il s'agisse d'évaluations qui ont déjà été mises en place. Et grâce à ça, on peut avoir une base d'informations qui peut servir aux acteurs pour commencer à mettre en place leur stratégie avant de devoir, faire les évaluations de besoins, là où il sera nécessaire. Donc, le DIP dans le cadre de l'UNDAC, l'objectif principal, c'est de soutenir la collecte et l'analyse de données secondaires à la suite d'une catastrophe humanitaire et de fournir un accès rapide, facile et transparent à l'information. Alors, comment on met ça en place? Déjà, on dépose des données de façon collaborative, donc c'est-à-dire qu'on va créer un projet sur le DIP qui sera ouvert à tous les partenaires que l'on voudra et, et sur lequel tous les partenaires pourront mettre de l'information. Juste, par exemple, pour la Syrie, quand il y a eu, le tremblement de terre, il y a eu seulement, 5 personnes qui ont tagué l'information sur le DIP, donc qui ont catégorisé l'information, alors qu'il y avait 150 personnes qui déposaient des documents ou qui regardaient l'information déposée. Ensuite, les données sont traitées par NLP, donc Natural Language Processing, qui est à disposition de la communauté humanitaire. Ça, c'est, comme je le disais précédemment dans ma présentation du DIP, c'est une façon, de collecter, les pièces d'information sur les documents de façon très rapide, avec le NLP qui automatise, la collecte d'informations. Ceci en 3e étape rend les informations accessibles, filtrables et exportables. On peut ensuite avoir accès au tableau de bord interactif pour comprendre où est l'information, où manque l'information. Comme je vous ai montré les tableaux de bord interactifs, précédemment pour l'Ukraine et le Soudan. On peut également avoir en 5e étape des résumés automatiques par NLP, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a automatisé la collecte d'informations des documents qui ont été importés par tous les partenaires, on peut tout à fait, avoir, l'accès à la fonctionnalité automatisée, de l'analyse, ce qui permet d'avoir une analyse très rapide. En 6e étape, il y a l'accès au registre d'évaluation. En 7e étape, à l'analyse de situation simplifiée par NLP et en 8e étape, tous les autres produits qui sont générés, par la combinaison du DIP et des connaissances en intelligence artificielle et NLP. On va prendre un exemple, particulièrement parce que moi, c'est vrai que, j'avais travaillé sur l'Ukraine pendant, près de 2 ans, sur l'analyse en Ukraine pendant près de 2 ans. Mes collègues s'étaient occupés de l'analyse au Soudan et j'ai fait partie, de l'équipe de coordination pour l'analyse en Turquie et en Syrie pendant plusieurs mois. Donc c'est un sujet que je maîtrise assez bien. C'est pour cela qu'on va se focaliser un petit peu sur celui-là plus que sur les autres. Alors donc pour le cas de la Turquie et de la Syrie en 2023, comment la cellule s'est organisée et comment l'équipe a pu fournir, une analyse, dans des temps très courts, mais de très bonne qualité pour aider la communauté internationale. Donc le projet a été déployé le 6 février 2023, 4 heures après le premier tremblement de terre. Mais une fois encore, c'est l'équipe du DIP, qui a été, programmée par, UNDAC pour prendre en charge, l'analyse de cette catastrophe naturelle. Et DFS, en tant qu'organisation, et partenaire technique du DIP, a pris en charge une partie de l'analyse avec d'autres partenaires. Le premier rapport de situation a été publié 12 heures après la catastrophe. Plus de 150 membres de la communauté humanitaire ont contribué ou participé au projet du DIP. C'est ce dont je mentionnais juste avant, ce que je mentionnais juste avant. Le DIP a été utilisé comme registre de données qualitatif pour la réponse.
C'est donc sur le DIP que tous les partenaires ont pu mettre leurs documents, que les taggers ont pu rechercher d'autres documents qui avaient du sens dans ce projet et qui ont pu taguer et exporter la donnée. Il y avait des exportations quotidiennes des données traitées, non seulement pour faire les rapports d'analyse qui étaient d'abord tous les jours, puis toutes les semaines, puis toutes les 2 semaines, mais aussi pour envoyer l'information brute aux partenaires si eux-mêmes voulaient faire leur propre analyse ou avoir plus d'informations que les informations qui étaient incluses dans les rapports. Les produits d'analyse ont été conjoints, c'est de l'analyse conjointe. Il y a eu notamment d'IFS, IMAP, Promise, OCHA et IFRC qui ont participé à ces rapports d'analyse. Il y a eu plus de 3500 documents qui ont été traités et plus de 18 000 entrées d'informations. Et enfin, le Natural Language Processing a permis de créer une matrice de suivi des interventions avec le DeepL et ChatGPT et un résumé automatique des données disponibles pour gagner du temps dans l'analyse. Donc ce cycle d'analyse montre bien à quel point la cellule qui a été créée pour le DeepL pour répondre aux crises soudaines, permet vraiment une réponse et une analyse extrêmement rapide, efficace, transparente, collaborative, mais aussi qui s'appuie sur de nombreuses sources et qui permet donc une triangulation des informations et une fiabilité des informations, puisque plus les informations sont utilisées de nombreuses sources, plus l'information est fiable, puisqu'elle est vérifiée. Tous les documents que nous avons produits pour la Turquie, la Syrie, la Libye et le Maroc, une fois encore, ils sont tous disponibles publiquement sur Relief Web ou sur notre site internet du Data Friendly Space, ou alors en se rapprochant de l'équipe du DEEP, puisque c'est le DEEP qui a pris en charge ces analyses. Très brièvement sur les inondations en Libye. La consolidation de l'équipe d'analyse du DEEP en tant que membre de la cellule d'analyse à distance de l'UNDAC a eu lieu lors de la réponse aux inondations en Libye, causées par les conséquences de la tempête Daniel et la destruction de 2 barrages près de la ville de Derna. Alors, quand est-ce qu'il y a eu le déploiement de notre équipe d'analyse pour faire face, pour analyser les conséquences des inondations en Libye? Ça a été fait vraiment alors que le lancement temporaire de la cellule d'évaluation et d'analyse au Maroc, après le tremblement de terre du 8 septembre, était en cours de désescalade. Donc notre équipe était déjà occupée à faire de l'analyse de crise soudaine au Maroc quand il y a eu la crise en Libye. L'équipe d'analyse à distance du DIP a répondu de façon très rapide à la catastrophe naissante en Libye. L'adhésion officielle à l'UNDAC. L'appartenance à la cellule d'évaluation et d'analyse à distance de l'UNDAC a permis au DIP de fournir un environnement de collaboration pour la collecte, le partage et l'analyse des données. Cet environnement est bien sûr ouvert, quels que soient les projets, une fois encore, puisque c'est une plateforme open source et que nous invitons toujours les partenaires humanitaires à travailler avec nous, que ce soit l'équipe du DIP ou l'équipe de Data Friendly Space, pour avoir un accès rapide et fiable aux informations et vraiment partager les informations entre partenaires. L'équipe d'IFS a permis de constituer une équipe d'analystes capable d'utiliser le DIP au maximum de ses capacités, et son personnel expert en NLP a permis une intégration et une contribution rapide à la cellule d'Assessment Analysis. Sur ce point, Data Friendly Space a commencé à travailler sur le DIP en 2016, puisque c'est le partenaire technique du DIP qui s'occupe de la maintenance et du développement du DIP, et qui a commencé les grands projets d'analyse sur le DIP. Donc nous avons une équipe qui, depuis 2016, et encore plus depuis le gros projet que nous avons eu sur le Covid en 2020, est très bien formée à l'analyse, la collaboration, le management et la coordination avec les partenaires quand il s'agit d'analyse de données. Donc, c'est cette équipe qui a été mise à contribution pour l'équipe du DIP pour écrire ces rapports, que ce soit en Libye, au Maroc, en Syrie ou en Turquie. Donc, c'est une équipe qui a tout à fait l'habitude de faire des rapports d'analyse. Nous avons également d'autres sessions qui parlent de nos capacités d'analyse pendant le HNPW
et de nos volontés de merger nos capacités d'analyse avec nos capacités en Natural Language Processing et en intelligence artificielle qui nous permettent de faciliter les processus d'analyse et de collecte des informations. Alors, enfin, le rôle de DFS lors du déploiement du DEEP en Libye. Comme je le disais, DFS sont des experts du DEEP. Nous avons une solide connaissance préalable de la plateforme en tant que partenaire technique de l'application du DEEP. La collaboration. Les équipes d'analyse et de NLP collaborent au sein du DEEP et au-delà en exploitant les données du DEEP dans le cadre de projets et d'analyse. Encore une fois, pour répéter ce que je viens de dire, il est très important pour nos équipes de s'appuyer sur cette collaboration entre analyse et équipe de développeurs et d'intelligence artificielle et de Natural Language Processing pour vraiment affûter nos capacités d'analyse. Enfin, l'équipe d'analyse apporte une expertise inestimable, issue à la fois des crises passées, compétente en matière d'analyse et de mise en place d'un environnement deep, acquise grâce à son implication dans la plateforme. Juste pour finir sur ce point, nous sommes donc les partenaires techniques et nous sommes aussi des formateurs au DEEP. Nous avons créé plusieurs formations sur le DEEP, notamment sur Kaya, et nous avons régulièrement, mensuellement, des formations en anglais, espagnol et depuis très récemment en français sur le DEEP. Et ce sont nos experts du DEEP, donc nos analystes seniors, qui font ces formations. C'est les analystes d'IFS, je voulais dire. Les résultats. Le projet du DEEP a consolidé des données provenant de 76 sources, l'équipe ayant minutieusement examiné plus de 1136 documents, ce qui a permis de créer 3050 entrées dans un délai d'1 mois, toujours sur la crise en Libye à cause des inondations. Pardon. En termes de rapports, 6 rapports d'analyse et de situation ont été produits. Ensuite, il y a eu des rapports et des résumés qui ont été rédigés à l'intention de différents publics, des choses très concises pour pouvoir partager de façon plus flexible et plus agile. Il y a eu aussi un soutien au flash appeal d'OCHA et ce qui s'est appuyé sur des informations tirées des données et des analyses du DEEP. Oh, excusez-moi, le quatrième est en anglais, mais c'est la place de la revue de données secondaires pour une DAC. Ces analyses qui ont été faites pour la Libye, pour le Maroc, pour la Syrie, la Turquie, a vraiment su donner la place de la revue de données secondaires au sein d'une DAC. Et enfin, le monitoring de la réponse. DFS a élaboré une matrice de suivi des interventions en exploitant les données du DEEP ainsi que d'autres sources pertinentes. Voilà, ça c'était vraiment tous les impacts et résultats de ce projet en Libye, mais aussi des autres projets des crises soudaines. Là, on peut voir une fois encore le dashboard, mais cette fois-ci pour les inondations en Libye. Donc, on voit bien ce que je mentionnais juste avant, hein, le nombre de documents et le nombre de pièces d'information. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai présenté ces quelques cas d'utilisation dont j'ai pu faire partie au sein de Data Friendly Space avec le DEEP, je voudrais conclure avec quelques informations sur le DEEP. Donc, les bonnes pratiques du DEEP, qu'est-ce que DEEP nous apporte réellement en tant qu'analyste? C'est la rapidité de l'accès à l'information et de l'analyse à l'information. Nous n'avons plus à passer des heures à chercher une bibliographie, à chercher des sources à gauche, à droite, pour ensuite perdre du temps sur différents formats de documents, que ce soit Word ou manuellement, pour faire de l'analyse. Le DEEP permet vraiment une grande rapidité du cycle d'analyse. L'efficacité. Je l'ai mentionné auparavant, mais il me semble très important de le redire. La triangulation d'informations permet une vraie efficacité, une vraie pertinence des informations que nous partageons. Et donc, c'est une analyse efficace et non pas une analyse biaisée comme on peut l'avoir quand on n'a accès qu'à une partie des informations. Troisièmement, la réduction de la duplication et des efforts.
d'avoir le dashboard du DIP avec l'accès au paysage d'information humanitaire permet vraiment de comprendre où est l'information, d'où vient l'information, quand l'information a été taguée, dans quel secteur, dans quelle zone géographique, et ainsi éviter de dupliquer, même pour nos partenaires qui sont sur le terrain, des évaluations de besoins qui prennent du temps et qui coûtent beaucoup d'argent, quand on sait que d'autres ont déjà été faites. De même pour les efforts. Et l'accès aux sources de données secondaires permet également de réduire ce besoin d'informations primaires, puisque nous donnons accès à de grandes quantités de données secondaires qui permettent des analyses exhaustives des situations et des besoins. Quatrièmement, un espace commun de partage de données. Donc, comme je le disais au début de cette présentation, le DIP se veut vraiment avant tout collaboratif. C'est un espace pour la communauté humanitaire dans son entièreté et de partage de données. C'est pour ça que nous demandons un maximum de partage et un minimum de confidentialité dans les données que nous ouvrons. Et enfin, une analyse commune. Comme vous l'avez vu à travers ces différents cas d'utilisation des données du DIP, presque tous les projets ont été faits de façon commune avec divers partenaires, ce qui permet, une fois encore, de réduire la duplication de travail et bien sûr de trianguler de façon, plus rapide et plus efficace. Est-ce que on a encore un petit quart d'heure ensemble. Donc, si vous avez quelques questions, Francis, si tu as des questions, c'est à toi. Alors, je lis dans le chat. Peut-on utiliser le DIP en dehors des situations de crise? Alors, pour répondre d'abord à cette première question, oui, tout à fait, je trouve que c'est une très bonne question. C'est vrai que pour l'instant, le DIP, depuis 2016, s'est concentré sur la crise humanitaire. Néanmoins, le DIP veut avancer vers différents domaines, notamment le développement, puisqu'il est très important aussi en termes de développement d'avoir des informations qui sont fiables, qui sont solides et qui peuvent dater de plusieurs années au besoin. Et le DIP veut aussi s'ouvrir à tout ce qui est recherche universitaire, puisque, une fois encore, en recherche universitaire, cette plateforme peut être tout à fait adaptée et peut permettre aussi l'accès à d'autres partenaires, à des informations très importantes pour lesquelles ils n'auraient pas accès sans ces nouveaux projets-là. Existe-t-il des cours sur la manière de naviguer dans le système DIP? Oui, alors malheureusement, on a fait une formation en français hier, aussi avec HNPW, vraiment brève en 1 heure, qui présentait aussi comment s'inscrire dans le DIP, comment naviguer à travers le DIP, comment créer des projets. Et ce type de formation ou de présentation d'1 heure va être mis en place à nouveau en français de façon bimensuelle après le HNPW. Elle est prodiguée par mon collègue Rosé en anglais et en espagnol tous les mois. Pour avoir des informations là-dessus, il faut aller sur la page LinkedIn du DIP ou la page LinkedIn de Data Friendly Space, qui donne des informations sur ces présentations. Ensuite, si vous voulez avoir des informations beaucoup plus précises sur le DIP, il y a plusieurs manières d'y accéder. Il y a le Zendesk, qui est notre plateforme d'aide. Alors, hop, je vais juste écrire le Zendesk du DIP, qui est la plateforme d'aide et sur laquelle il apparaît le guide d'utilisation, qui est à la fois tout en anglais et un autre tout en français. Ce guide d'utilisation donne vraiment des informations sur toutes les fonctionnalités du DIP et toutes les étapes à suivre pour naviguer sur le DIP et créer ses projets, taguer, exporter, etc. Enfin, il y a un cours sur Kaya qui est en train d'être créé. Je ne sais pas s'il est déjà publiquement disponible. Je peux vérifier avec mon équipe. Mais en tout cas, s'il n'est pas encore disponible, il le sera très prochainement. Ensuite, il faut savoir que l'équipe du DIP se veut a un rôle très important de soutien. Donc, si vous avez besoin de support au-delà du guide utilisateur pour créer un cadre analytique, disons,
ou pour rendre certains projets confidentiels ou pour créer des nouvelles zones géographiques sur le DIP ou toute autre question qui peut être assez spécifique, vous avez sur cette page-là de questions-réponses, pardon, tous les contacts des personnes qui travaillent sur le DIP et qui se feront un plaisir de vous répondre très rapidement à vos questions et de vous aider étape par étape dans votre processus d'apprentissage du DIP. Donc voilà, vous avez le manager de projet, le support technique et ensuite pour vraiment tout ce qui est doutes, suggestions, questions, nous avons les 2 personnes chez Data Friendly Space qui s'occupent du DIP et qui peuvent vraiment vous aider étape par étape. Donc Rosé, mon collègue dont je parlais juste avant, qui fait des formations en anglais et en espagnol et qui est aussi un grand soutien du DIP, qui est celui qui est aussi en charge de tous les projets de crise soudaine sur le DIP. Et Najid, qui est notre manager de projet, qui s'occupe du développement NLP et en intelligence artificielle du DIP. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, Francis, on a encore un peu de temps. Et là, vous avez sur cette dernière page les sites qui peuvent vous permettre de rester connecté, savoir ce qui se passe sur le DIP, savoir les nouvelles fonctionnalités du DIP, etc. Donc, bien sûr, la plateforme, l'application du DIP, tout ce qui est les fonctionnalités NLP, elles seront dans le 3e site qui est juste ici. Ensuite, nous sommes présents sur X et nous sommes présents sur LinkedIn, le projet du DIP, mais aussi Data Friendly Space, qui est, une fois encore, le partenaire technique du DIP, dont je fais partie, et qui donne très souvent des nouvelles du DIP, puisque nous travaillons majoritairement là-dessus pour notre analyse. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. J'espère que cette session a été bénéfique pour vous. Et puis, j'espère qu'on pourra rester en contact. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon.